Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique c'est net. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web et de décoder les stratégies des candidats sur le net. Au menu cette semaine, émission politique, meeting, chaque événement de la campagne est commenté et rapporté en direct sur Twitter. L'avènement du live tweet dans la présidentielle, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, le candidat 2.0 avec notre partenaire Images et Stratégie. Nous vous dévoilons tous les 15 jours le top flop des politiques sur le net. En question aujourd'hui, comment la crise grecque profite aux candidats à la présidentielle. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale, le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. Sur la toile, on peut se moquer, mais pas de n'importe qui. Gare à ceux qui s'attaquent à la France forte. Ces derniers jours, différents comptes Twitter parodiant le candidat président sont supprimés. Tout le réseau s'enflamme et crie à la censure. Surtout quand l'équipe de Nicolas Sarkozy confirme avoir demandé cette suspension auprès de Twitter France. Et que le site de microblogging se justifie en citant ses statuts. Une imitation qui induit en erreur et contre les règles de Twitter. Au final, pas de place pour l'antisarkozysme. Autre favoritisme en ligne, on accuse le candidat UMP d'être le chouchou des administrateurs de Facebook. Les représentants français de Mark Zuckerberg l'auraient aidé à concevoir sa page. Le code électoral stipule « Aucun candidat ne peut recevoir d'aide ou de contribution d'une personne morale de droit étranger ». Alors question, Facebook ou Twitter, ils sont neutres ou pas? J'ai mûrement réfléchi et j'ai décidé de présenter ma candidature pour un second mandat. Je présente ici et maintenant ma candidature à l'élection présidentielle de 2012. La course à la présidence en version jeu vidéo, élection 2012 en route pour l'Elysée. Désormais, les internautes peuvent se lancer dans la campagne depuis chez eux. Pour devenir le futur maître du château, le jeu propose un choix de personnages candidats. Vous êtes plutôt de gauche, choisissez Laurent Norvège de l'AS. Plutôt de droite, avec Guillaume Comazzi et son UDD, ou encore communiste, avec Jean-Paul Debuchon. Ensuite, vous devez parcourir les routes de France, jouer avec les sondages et les journalistes, gérer votre budget de campagne. Le jeu a ses limites avec un visuel 3D un peu ringard et des imitations de voix tout de même bien tentées. J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. On pourra trouver peut-être un peu de réalisme dans l'option coup fourré, rumeur, petite phrase, tout y est pour entrer dans le jeu politique. À voter. Il se lance à peine, mais déjà, c'est un océan de parodies qui submerge son affiche de campagne. La France forte de Nicolas Sarkozy prend l'eau et les jeunes socialistes surfent sur la vague. En ligne, il propose un générateur parodique d'affiches, mafranceforte.com. On y retrouve le candidat président, mais aussi ses fidèles moussaillons armés de leur Karcher. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Alice Antôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la prospective à l'école de journalisme de Sciences Po. Vous tenez un blog sur slate.fr et vous participez à Média Le Mag sur France 5. Bienvenue. Bruno Roger Petit, vous êtes journaliste. Pour les plus vieux d'entre nous, on se rappelle que vous avez longtemps Pourquoi les plus vieux officié sur France 2. Vous êtes aujourd'hui chroniqueur au Plus. Bienvenue dans la Politique c'est net. Cyril Delastéry, vous êtes plus connu sous votre nom de scène, 2020. Vous vous dites humoriste, je vais y arriver. Vous êtes auteur, producteur, blogueur et vous co-animez avec François Rollin l'émission Le Grand Webzé sur France 5. France 5 est bien donc représenté. Que vous inspire, 2020, je commence par vous, là, cette revue du web et la suspension des comptes parodiques sur Twitter, même s'il y en a un qui a été réactivé finalement? Moi, je réagis comme un citoyen normal. Si ça a été vraiment suspendu par ordre, je trouve ça grave, mais j'ai aucune preuve. Et en même temps, je sais que si on me piquait mon nom de 2020, de Twitter, et qu'on jouait avec mon identité, ça m'énerverait vraiment aussi beaucoup, et je ferais tout pour qu'on l'arrête. Donc j'imagine quand on investit... non, mais quand on investit dans une campagne présidentielle du temps, des milliers d'argent, de millions, et je pense que ça énerve effectivement qu'on vienne vous attaquer avec votre nom. Maintenant, je ne pense pas que Twitter et Facebook soient de la partie. Je pense pas. Mais... Bruno Roger Petit, est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression, comme le dénonce Vincent Feltès, le responsable numérique de la campagne de Hollande? Je vais faire hurler bien des internautes, mais je trouve que le monde du net a souvent tendance à crier
à la censure un peu trop vite, un peu trop rapidement, et a tendance à oublier aussi que la liberté d'expression, elle est encadrée en France par la loi de 1881, elle est encadrée par les règles internes des sites de réseaux sociaux sur lesquels on s'inscrit, et comme vient de le dire Vinvin, il y a aussi un certain nombre de dispositions qui garantissent à toute personne le respect de son identité. Voilà. Et je trouve normal que l'on s'interroge sur un certain nombre de sites parodiques sur Twitter. Voilà. Est-ce qu'il y avait véritablement, Alice Fantôme, usurpation d'identité alors que les comptes étaient... on voyait bien que c'était parodique, on voyait bien que ce n'était pas les comptes de Nicolas Sarkozy. C'était surtout sur, effectivement, le nom du compte. En fait, selon les règles d'utilisation de Twitter, on n'a pas le droit d'utiliser le nom d'une personne autre. Même si on met par exemple Nicolas Sarkozy avec un tiret, c'est considéré comme effectivement comme pouvant atteindre à l'identité de la personne de Nicolas Sarkozy. Alors en fait, il aurait fallu mettre fake ou faux Nicolas Sarkozy et là, ça aurait pu passer. Alors, place maintenant au candidat 2.0. Qui, parmi les candidats à l'élection présidentielle, fait le plus de bruit sur le web? Réponse avec le candidat 2.0, le baromètre e-réputation, réalisé par notre partenaire Images et Stratégie. Bonjour Édouard. Bonjour Caroline. Édouard Filias, vous êtes directeur du pôle digital au sein de l'agence Images et Stratégie et vous réalisez pour la politique CNET un baromètre sur la réputation digitale des candidats. Alors tout d'abord, comment fonctionne ce baromètre ? Alors c'est à la fois une analyse volumétrique de l'ensemble des commentaires, des tweets et des statuts Facebook des internautes, des vidéos postées. C'est aussi une analyse qualitative des commentaires et des réactions des internautes sur les différents sujets. Alors aujourd'hui, pas de zoom sur un candidat à la présidentielle. On a choisi de se focaliser sur un événement particulier et notamment la crise économique et sociale que traverse la Grèce. Comment ont réagi les internautes ? Alors, ce qui est très manifeste, c'est le volume des réactions des internautes. Beaucoup de photos, de vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, dans la nuit du 11 au 12. Les internautes ont d'abord exprimé une réaction émotionnelle, peu de contenu écrit et rédigé, beaucoup de supports photo-vidéo. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent en substance, les internautes, quand même ? Il y a deux types de réactions. La première, c'est « et si ça nous arrivait ? Et si c'est notre avenir ?» Et la deuxième, c'est la colère. Est-ce que l'État, l'Europe a joué son rôle? Est-ce qu'il n'y a pas là un échec du FMI, des institutions internationales? Dans les deux cas, ce qui prévaut, c'est la peur et l'indignation. Et alors, quel est l'impact des événements grecs sur la web campagne? C'est un impact important ou pas? Alors quand on observe le nombre de commentaires publiés qui contiennent le mot Grèce grecque et liés à un nom de candidat, sur la période du 8 au 13 février, c'est Eva Joly qui arrive loin devant, suivi de Nicolas Sarkozy, puis Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc c'est frappant effectivement de voir que les candidats n'ont pas traité de la même façon le sujet sur le web. Et alors pourquoi Eva Joly arrive en tête? Alors pourquoi? Eh bien probablement parce qu'elle a dit la bonne chose au bon moment, au bon endroit. Elle a dit qu'elle allait voir les Grecs par solidarité très vite et elle l'a dit sur Twitter, ce qui lui a offert très rapidement une large couverture. D'autre part, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan dans une moindre mesure bénéficient de leur positionnement anti-financier, anti-euro, qui fait recette, donc ils ont un écho fort. Et ce qui est frappant également, c'est d'observer que François Hollande finalement ne fait qu'un tweet sur le sujet, il est peu retweeté d'ailleurs, et Nicolas Sarkozy qui ne dit rien est largement cité, lui, en étant pris à partie comme un acteur responsable de la situation grecque. Merci Édouard. Merci à vous. Bruno Roger Petit, une réaction. Qui pour vous est le candidat le plus numérique, s'il y en a un? C'est une vraie colle parce que je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse dire que les candidats à l'élection présidentielle française sont au niveau, par exemple, de ce que sont depuis 2004 les candidats à l'élection présidentielle américaine. Il suffit d'aller voir les sites de campagne des deux candidats principaux, par exemple François Hollande et Nicolas Sarkozy, et on voit qu'il y a très peu de rubriques, très peu de contenu, c'est
très classique, c'est très austère et il n'y a pas grand-chose. Il faut se souvenir de ce qu'était le site d'Obama pendant la campagne 2008. C'était extrêmement riche de ce point de vue-là. Et c'est amusant d'ailleurs parce que celui qui aurait pu mener une vraie campagne web très moderne, très en avance sur son temps, d'après ce que j'en sais, c'était Dominique Strauss-Kahn. Elle n'aura pas lieu, mais d'après les informations que j'avais, ça aurait été quelque chose de extrêmement innovant à l'échelle française. Cyril Delastérie. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas un qui soit vraiment 2.0, à part une, mais elle n'est pas candidate, c'est Cécile Duflot. Je trouve qu'elle était dans l'esprit, elle tweetait elle-même, dans son train, dans ses trucs, mais elle n'est pas candidate. Donc, Et pour vous, Alice Fantôme? Ça dépend de ce qu'on entend par numérique. Est-ce que c'est le fait de soulever des foules, effectivement, sur les réseaux sociaux, qui ensuite vont aller aux urnes pour concrétiser leurs tweets par des bulletins dans l'urne? Ça, c'est clair que ça n'est pas le cas, et je ne crois pas que ça sera le cas pour la campagne. En revanche, sur quand même faire parler d'eux sur une échelle nationale, en tout cas concernant les publics qui sont sur Facebook et sur Twitter, si, c'est quand même beaucoup mieux par rapport à ce que ça a été, mais on partait de loin. Et effectivement, ils le confient plutôt à des équipes de campagne plutôt que de le faire eux-mêmes. Et là, tout l'art est de trouver les bonnes équipes de campagne qui vont faire à la place des candidats des stratégies numériques convaincantes. C'est plutôt, en fait, la capacité à agréger des gens dans leurs équipes de campagne, il me semble. Très bien. Place maintenant au club des gazouilleurs en débat aujourd'hui, le sacre du live tweet dans la campagne présidentielle. Meeting, déplacement des candidats, émissions politiques à la télé, à chaque temps fort de la campagne présidentielle, son live tweet. Nouveauté de cette campagne 2012, qu'il soit journaliste, militant, ministre ou simple internaute, chacun y va de son commentaire et devient à sa façon acteur de l'événement. Twitter et la télé, est-il le couple de cette présidentielle? En quoi le live tweet renouvelle les pratiques journalistiques? Quelle place pour le off et quel impact sur la campagne? Autant de questions que nous allons nous poser avec nos gazouilleurs du jour. Et une première question très pédago. Alice Fantôme, c'est quoi un live tweet? Un live tweet, c'est le fait, par exemple, en ce qui concerne la télé, de regarder un programme télévisuel d'un côté, donc sur son premier écran, on va dire, comme d'habitude, et puis en même temps d'avoir son mobile à la main, son téléphone portable ou bien une tablette, et d'aller sur Twitter et d'y poster des commentaires en fait sur le programme. Et donc vous allez vous retrouver comme sur un canapé géant avec d'autres gens qui sont en train eux-mêmes de regarder la même émission, sans doute, de télé, et qui postent aussi des commentaires en direct et qui, comme ça, s'alimentent au fur et à mesure. Cyril, vous live tweetez des émissions politiques ou pas du tout? je live tweet comme une bête. Comme une bête? C'est une maladie que j'ai. Je live tweet le foot, la politique et parfois ce qui me tombe sous la main. J'adore, c'est un nouveau loisir. Quel intérêt justement vous y trouvez? Je m'ennuie moins parce que par exemple, avoir supporté de regarder Bérou et Joly l'autre soir à la télévision, j'aurais jamais pu le faire sans Twitter. C'est beaucoup plus rigolo, c'est plus... C'est une béquille, c'est une sorte de métabloquant. Non, c'est-à-dire que, voilà. Non, mais j'ai envie de dire des trucs quand on le voit. Voilà, maintenant on peut le dire. Et puis j'ai envie de lire aussi des choses. Quand je les vois raconter des choses, faire des liens sur ce que je lis. C'est du fact-checking aussi en même temps, en temps réel. Vérifier les faits. Vérifier les faits en temps réel, s'amuser. Enfin voilà, il faut en rire un petit peu. Moi, je suis gros fan. Bruno Roger-Petit et le public et beaucoup de journalistes ont découvert en fait Twitter pendant les révolutions arabes et puis surtout pendant l'audience de DSK à New York. Est-ce que c'est véritablement cet événement-là qui a consacré Twitter et le live tweet aux yeux du grand public? Très clairement, en France, ça a ringardisé la télévision, mais en 2 heures. C'est-à-dire que vous aviez des envoyés spéciaux devant le tribunal de New York, incapables de raconter ce qui s'y passait, et vous aviez les présentateurs à Paris qui étaient sur leur compte Twitter et qui voyaient ce que racontaient les journalistes présents dans la salle. Donc là, effectivement, on a Twitter a supplanté la télé, puisque les caméras n'avaient pas accès à la salle d'audience. On a changé de dimension à ce moment-là. Et puis, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Bernard, parce que c'est très intéressant. Moi, aujourd'hui, je suis un juriste politique, je suis incapable de regarder une émission de télévision si je n'ai pas Twitter à côté de moi pour commenter et voir ce qu'en disent les autres, effectivement. C'est devenu un exercice quasiment obligatoire pour tout journaliste de regarder une émission de politique à la télévision et de la commenter, de la live tweeter en direct. C'est passionnant, c'est ludique et effectivement, quand une émission est un peu pesante, longue et ennuyeuse, ça permet de rigoler entre amis. C'est comme si la discussion qui pouvait être entre amis ou en famille était on était au bistrot en regardant la télévision, tout simplement. Alors si Twitter est un bistrot, hein. Non mais c'est vrai, il faut le dire les choses comme elles. C'est vrai. Donc vous buvez en même temps que vous live tweetez? Voilà, exactement.
Alice Antôme, si on fait une bio en regardant Eva Joly, évidemment. Si on fait une typologie des live tweets, il y a les live tweets des journalistes sur le terrain et puis il y a les émissions de télé. On voit que Des paroles et des actes sur France 2 est largement live tweeté. Qu'est-ce qu'ils échangent les internautes et les tweetos? Ça dépend qui. Les amateurs, ils vont échanger surtout des réactions sur les sujets polémiques, du style le mariage gay, je suis pour, je suis contre, est-ce que l'invité en plateau a dit une ânerie selon l'avis des amateurs ou pas. Donc c'est vraiment des réactions assez instantanées et souvent sur le registre de l'émotion. C'est la première partie. Ensuite, vous avez le deuxième registre qui sont normalement du rôle des journalistes, qui est tel homme politique donne un chiffre, par exemple, en direct à la télé. Et nous, notre rôle en tant que journaliste, c'est de vérifier si le chiffre n'est pas un peu fumeux, ou en tout cas, d'où il sort. Est-ce qu'il sort d'un rapport? Est-ce qu'il est réel? Ou est-ce que, en fait, il n'est pas tellement attesté? Donc ça, pareil, dans un live tweet, vous pouvez avoir des journalistes qui vont faire cet effort journalistique des faits dont parlait 2020, le fact-checking en temps réel. Et quelque part, ça fait comme si vous aviez le premier niveau qui est l'émission politique à la télé et les sous-titres, en quelque sorte, qui concernent le live tweet avec ce qu'il faut comprendre de ce qu'on est en train d'entendre. Et est-ce que les politiques... C'est intéressant ce que vient de dire Alice, parce que là encore, on voit que la télévision est en retard. Combien de fois on regarde une émission de télévision, par exemple avec Nicolas Sarkozy, qui va se lancer dans une démonstration approximative avec des chiffres qui sont... éventuellement faux. Tout de suite sur Twitter, vous avez la correction. Parce que vous avez un certain nombre de journalistes économiques, par exemple, très compétents, qui vont vous dire non, là... Et dans les chaînes de télévision, il devrait y avoir une surveillance Twitter. Et puis il y a l'oreillette. Et on devrait être capable de dire aux présentateurs de télévision, attention, ce qu'il vient de te dire là, c'est pas tout à fait ça, etc. Et ça n'est pas encore fait. Donc on voit que la télévision, dans son appréhension encore de la couverture de la vie politique, est en retard par rapport à cette sphère-là. Alors justement, vous avez intégré dans le Grand Webzé un dispositif... C'est ça, on fait des tentatives une fois par mois d'essayer d'intégrer Twitter pour dans la télé. montrer le live tweet en même temps. Ouais, alors on va encore le faire vendredi différemment, puisqu'on va poser une question en début d'émission qui aura une influence sur toute même l'émission elle-même pour la suite de l'avenir de l'émission. Donc on essaie d'interagir avec les gens. Mais sur ce que disait Bruno, je pense que d'ici 1 an ou 2, peut-être maximum, tous les débats et toutes les chaînes auront un système, à mon avis, même automatisé et pas forcément dans l'oreillette du présentateur, du traitement de la donnée qui est dite, et dans la seconde, parce que la techno va le permettre, on verra faux, oui, non, à modifier, à corriger. Moi, je trouve ça super intéressant, parce que du coup, les politiques dans leur ensemble vont arrêter de donner des chiffres vrais ou pas vrais, on ne les croit plus, et vont se recentrer, j'espère, sur les idées et sur la vision. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus nous enfumer. Et comment modérer, parce que si on met en fait le flux Twitter... C'est un dispositif impossible. Je peux dire, si, c'est possible. Non, c'est possible techniquement, mais politiquement, je peux te dire que c'est impossible. Ils seront obligés parce qu'on regardera que ces émissions. Même dans 1 an, dans 2 ans, c'est pas possible. Je ne regarderai pas d'émissions, il n'y aura pas ça. Il y a un problème quand même de modération. Il n'y en aura pas. Transparence. Même s'il y a diffamation ou... Diffamation, ils assumeront. Non, mais alors vous êtes pour supprimer les comptes parodiques, la transparence, ça je ne suis pas pour supprimer les comptes parodiques, je suis pour la transparence, pardon Alice. Non, mais c'est le rôle des journalistes aussi de sélectionner les tweets qui vont être affichés à l'écran, et je vois pas pourquoi la télé ne ferait pas ce job-là comme on fait sur le web. Après, à CNN par exemple... Mais ça suppose une sélection, c'est pas... Oui, mais c'est le travail journalistique. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on fait toute la journée. On choisit des séquences qui nous paraissent d'actualité, on les montre, on les explique. Donc voilà, finalement, une séquence d'actualité, ça peut être aussi un tweet de 140 signes qu'on va montrer à l'écran parce qu'on l'a choisi et parce que ça a du sens. Donc il me semble que ça fait quand même partie des prérogatives journalistiques. Et juste un exemple à CNN lors de la matinale, ils sont 2. Il y a 2 présentateurs, justement pour pouvoir être branchés à la fois pour donner les news en direct, mais aussi pour pouvoir suivre sur leur compte Twitter respectif l'actualité et comment leur émission est commentée. Et justement, ils sont 2 pour pouvoir se passer le relais. Quand l'un est en train de parler, l'autre regarde justement en direct sur Twitter ce qui se passe et même il répond en temps réel. Et voilà pourquoi ils sont 2 et non pas 1, c'est pour pouvoir se passer le relais comme ça. Il y a une différence entre une émission présentée par des journalistes et une émission politique où un responsable politique est interviewé. Je ne suis pas favorable, je le dis très franchement, autant je suis favorable à un dispositif qui permet aux journalistes qui interrogent en fonction de ce qu'ils
peut être dit sur Twitter ou sur Internet, d'interagir par rapport à ce que vient de dire l'invité. En revanche, je pense que le dispositif que vous décrivez, qui consisterait à incruster des tweets en même temps qu'une personne est en train de parler, d'abord c'est anti-télévisuel au possible, et en plus je pense qu'il y a un moment où il y a un temps pour une parole et un temps pour d'autres paroles. Voilà. Après, on peut avoir un pôle, par exemple, de journalistes fact-checkers qui serait d'un côté, en tout cas près de la télévision ou près de l'écran, et qui pourrait faire ce travail, effectivement, aurait un rôle d'alerte et de vérification, à minima. Les internautes ne partagent pas que de la vérification des faits. On a vu à une dernière émission des Paroles et des Actes, il y a eu une capture d'écran de Gérard Larcher qui était dans le public en train de dormir. Donc ils échangent, mais il a dû quand même se justifier. Donc c'est là où on voit quand même le pouvoir du live tweet. Ils n'échangent pas que ça. Il n'y a pas que les journalistes qui live tweetent les émissions politiques. Bah, d'après les dernières études qu'on a, aux États-Unis, il y a quand même un téléspectateur sur 2 qui tweet à propos de son programme. C'est beaucoup. Alors, il y a les live tweets des émissions, mais il y a aussi les journalistes qui sont sur le terrain, qui suivent les candidats et qui live tweetent les coulisses et aussi parfois des confidences. Est-ce que ça signifie la mort du off, c'est-à-dire les confidences qu'on n'est pas censé répéter entre journalistes et politiques, Bruno Roger-Petit? Clairement, oui. Je l'ai moi-même fait la semaine dernière parce que j'étais au sortir d'une émission de radio de débat où il y avait le ministre Éric Besson. Et Éric Besson commence par nous dire attention, je vais vous raconter un truc off, il ne faudra pas le répéter. Bon. Et il nous dit voilà, au dîner du CRIF où il y avait Nicolas Sarkozy et François Hollande, je peux vous dire que j'ai vu sur le visage de François Hollande qu'il avait compris que la lutte contre Nicolas Sarkozy serait plus compliquée que ça, que c'était pas plié, qu'il y aurait un vrai combat, que Sarkozy était formidable, etc. Bon. J'entends ça. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il nous demande le off? Je comprends. C'est une petite opération d'intox destinée à faire passer le message via les journalistes dans des papiers ou ailleurs que, dans le fond, François Hollande n'est pas... Enfin, vous voyez, ça correspond à la campagne de l'UMP. François Hollande est un petit peu hésitant, mou, flou, etc. Et j'ai décidé de le briser, ce off. Parce que je considérais que de voir un ministre qui se livrait clairement à une opération, entre guillemets, d'intox vis-à-vis de journalistes, c'était une information. Donc je l'ai fait, je l'ai mis sur Twitter. Éric Besson m'a répondu en disant « j'ai pas dit tout à fait ça », bien sûr. C'est un twitto oui, voilà. Donc, mais au moins, voilà. Et il ne me l'a pas reproché non plus. Parce qu'il savait bien que, voilà, il avait tenté un petit coup de poker à la Besson et que bon. Mais je pense qu'effectivement, le off est mort, c'est terminé. Cyril, vous suivez donc les échanges entre les journalistes, les politiques. Oui, et puis pour moi, le off, c'est une pratique préhistorique qui ne devrait plus avoir lieu. Donc je suis content quand Bruno dit que c'est mort. Et puis grâce à Twitter, les offs sont brouillés. Mais cela dit, vous avez des hommes politiques qui s'adaptent très bien à cette fin du off. Non, moi, j'aurais brouillé, c'était une blague. Oui, j'ai compris. On n'a pas rigolé. Mais je voulais pas insister. Je voulais pas t'enfoncer à l'antenne. Tant que la liste n'avait pas ri, je me suis dit donc personne ne la comprendra, c'est la honte. Très bien. Alors cette campagne 2012 devra donc compter avec Twitter. Alors que va-t-il se passer les 22 avril et 6 mai prochains, jour du scrutin? Les internautes posteront-ils les premiers résultats avant 20 h? Dans ce cas, que prévoit la loi? Les explications de Paul Bouffard. Aucun résultat avant 20 h, c'est la règle et surtout la loi. L'article 52.2 du Code électoral interdit toute publication de chiffres avant la fermeture du dernier bureau de vote. Et attention, l'heure c'est l'heure, même pour Twitter. Quand un twitto publie des résultats même partiels, il peut se faire punir. Techniquement, c'est réprimé. Depuis 1964, la loi qui réprime la communication de résultats définitifs ou partiels, c'est une loi ancienne qui n'a pas été mise à jour en fait, pour les nouvelles technologies, en particulier pour Twitter. En 2007, alors que les bureaux de vote sont encore ouverts en France, les premiers résultats sont dévoilés sur les médias étrangers francophones, suisses, canadiens ou belges. Désormais, Twitter renouvelle le genre. L'information se propage à vitesse grand V, elle est directement sous les yeux des internautes, au risque d'être hors la loi. On ne peut pas faire mes rebondir Twitter, non. Donc j'ai plutôt tendance à penser que dans ce grand magma qui va se produire le dimanche soir de l'élection, en fait, on ne saura pas exactement qui dit vrai, qui dit faux, et qui finalement ne se pose pas la question du contrôle. En réalité, c'est la question de la nouvelle communication sur les réseaux qui n'a pas été posée. À chaque élection, on tombe dans un vestige du code électoral qui n'a pas été modifié depuis l'ORTF. On a gardé le même principe qu'en 64. Ce principe qui a été inventé à une époque où la communication politique, elle passait principalement par le canal de l'ORTF. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on a conservé un texte qui s'inscrit dans un paysage médiatique qui n'a rien à voir
avec celui de la communication horizontale par les réseaux sociaux. Et l'amende peut être salée, 75 000 €. Mais en réalité, les risques sont assez minces, car au ministère de l'Intérieur, aucune mesure particulière, et au CSA, pas de compétences précises. Il est assez illusoire de chercher à frapper après coup des gens qui auraient pu balancer des informations à leurs suiveurs, à leurs followers, etc. Déjà aux élections régionales de 2010, certains twittos prennent la loi à contre-pied avec des messages codés comme « La flamme remonte et dépasse la barre des 2 chiffres ». En avril prochain, place à l'imagination. Si François Hollande devançait Nicolas Sarkozy, on pourrait voir sur Twitter « Bioman rose écrase Bioman bleu ». Alice Fantôme, on peut s'attendre donc à voir des résultats postés sur le réseau avant 20h. Oh bah oui, j'en suis convaincue. Et puis d'autant que, en fonction de la fermeture des bureaux de vote en province et à Paris, ça n'est pas à la même heure. Donc c'est clair qu'à mon avis, à 18h, on aura déjà une bonne idée de ce qui va se passer. Après, la question, c'est est-ce que les médias vont prendre le risque, y compris à la télé d'ailleurs, du coup, de l'annoncer ou pas, ou est-ce qu'on va faire « Ah ben, on ne sait pas ce qui se passe, il se passe des choses sur Twitter, mais on ne peut pas vous le dire, et donc on attend 20h ». Je pense que ça va être quand même un sacré carnaval. On va assister, comme vient de le décrire Alice, à ce spectacle qui sera un peu surréaliste. On aura les télévisions effectivement figées dans une législation de 1964 qui attendront 19h59 et 59 secondes avant de balancer les visages. En conclusion, donc l'instantanéité du réseau et de Twitter modifie la donne, on l'a quand même vu, mais quel est l'impact véritablement sur cette campagne? On rentre enfin dans le 21e siècle, il me semble, c'est quand même la première leçon. Et effectivement, ça se passe sur le terrain toujours et pour une grande partie des Français, mais quand même pour une autre partie des Français, il y a 25 millions d'utilisateurs de Facebook et 5,2 millions d'utilisateurs français sur Twitter, c'est pas non plus anecdotique. Il me semble en tout cas qu'en 2012, ça sera un des points majeurs, y compris pour les journalistes. Et que vous imaginez, vous, un président de la République en train de live-tweeter le Conseil des ministres ou de poster des choses sur le réseau? Mais carrément, j'espère bien. 2017. En 2017. Là c'est mort pour 2012, mais moi je suis pour la transparence totale, et donc je suis très content si... Bruno Roger, petit un mot de conclusion. Je vais encore décevoir 2020, mais... C'est interdit de live-tweeter le Conseil des ministres. Il y a un secret des délibérations et là aussi, c'est pas prêt de s'arrêter. On se pose la question plus générale de ce qui doit être caché. Il faut répondre au cas par cas. Je vous réinvite pour qu'est-ce qui est caché ou pas. Pour le Conseil des ministres, il y a le Canard enchaîné tous les mercredis qui en général raconte ce qui s'est passé la semaine d'avant. C'est pas très 2.0, mais tant pis, merci. Oui, mais c'est efficace. Merci à nos gazouilleurs du jour. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Bonjour Aude, bienvenue sur le plateau. Alors qu'est-ce qui a fait débat cette semaine sur Le Plus? Alors sur Le Plus cette semaine, ce qui a fait débat, c'est l'annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy. Alors au-delà de la réussite ou pas de cette annonce, ce qui est frappant, c'est la violence des commentaires, notamment de la part des opposants à Nicolas Sarkozy, comme si eux-mêmes en fait renvoyaient la violence qu'ils avaient ressentie pendant ces 5 ans. Donc le débat finalement porte sur l'émotion, sur la personne de Nicolas Sarkozy, plus que sur ses idées. Et finalement, quand certains lui demandent de faire son bilan, on se demande si ce ne serait pas vain, parce que dans tous les cas, quoi que dise Nicolas Sarkozy, il serait de toute façon critiqué. Critiqué sur le Fouquet, sur ses amis proches du CAC 40. Bref, en 5 ans, Nicolas Sarkozy n'a jamais réussi à se départir de cette image bling. Et pourtant, Nicolas Sarkozy, dans cette campagne, souhaite se présenter comme le candidat du peuple. Oui, c'est à se demander si cette stratégie va apporter ses fruits, parce que pour beaucoup, il s'agit d'une manœuvre et d'un calcul politique. Bon, rappelons quand même que François Hollande, il y a quelques semaines, s'était vu lui aussi critiquer de construire une image autour de sa personne pour acquérir une stature de présidentiable. Mais la construction quand même d'une image, c'est essentiel dans une campagne électorale. Oui, c'est nécessaire, mais on sent quand même naître un questionnement autour de la sincérité. Nicolas Sarkozy croit-il en ce qu'il dit? Ce qui est frappant, c'est de constater en commentaire la récurrence des noms de Henri Guénaud et Patrick Buisson, comme si finalement les internautes entendaient Nicolas Sarkozy et en même temps, en écho, ses conseillers. Comme si Nicolas Sarkozy était devenu une construction collective, une construction qui est en mutation permanente. Alors là-dessus, au moins, tout le monde est d'accord. Oui, Nicolas Sarkozy sait s'adapter. Et c'est même ça qui en fait une bête de campagne et ce qui fait qu'il peut remonter éventuellement le terrain. Simplement pour ses opposants, c'est ce qui fait aussi son opportunisme, le fait qu'il est guidé par l'électoralisme. Donc tout l'enjeu maintenant pour Nicolas Sarkozy, c'est de trouver un équilibre, d'être sincère.
Merci beaucoup Aude et à dans 15 jours. Merci, c'est le clap de fin de cette émission. Mais restons connectés, vous pouvez réagir et revoir cette émission en VOD sur publicsénat.fr. Un grand merci aux équipes de Public Sénat et à mon alter ego Laurent Elkabbach. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de la Politique Sénète. En attendant, on se retrouve sur les réseaux.